Tu as envie de tirer le fil? Alors tire-le. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui forcément le fan de Star Wars que je suis devait vous parler de The Acolyte, la nouvelle série en date autour de la galaxie lointaine, très lointaine, qui démarre avec ses 2 premiers épisodes sur Disney+, ce 5 juin. Par chance, on a pu voir les 4 premiers épisodes, soit la moitié de la saison, ce qui est quand même agréable pour avoir une réflexion un peu plus globale sur la série. Mais rassurez-vous, je me permettrai juste d'entrer dans le détail des 2 épisodes disponibles pour éviter les spoils. Alors je sais que pour certains, les séries Star Wars ont fini par perdre de leur attrait à force d'être bien trop nombreuses et de qualité souvent moyenne, soyons honnêtes, même si je défendrai toujours que j'aime plutôt bien Obi-Wan Kenobi malgré les moqueries de mes collègues. Mais en tout cas, s'il y a bien un projet qui me rendait très curieux depuis ses premières annonces, c'est The Acolyte. Parce que si on enlève la surprise inaugurale de The Mandalorian qui explorait l'interstice alors nouveau entre l'épisode 6 et 7, il n'y a aucune création Star Wars en film ou en série qui a vraiment investi un nouveau pan de sa chronologie depuis le rachat de Disney. Et quand j'entends nouveau pan de chronologie, j'entends une époque ou un contexte dans lequel on est sûr de pas croiser Luke Skywalker, Boba Fett ou personnage secondaire numéro 66 de Clone Wars. The Acolyte, c'est la première création audiovisuelle de Star Wars qui développe enfin la Haute République, le bébé que Disney essaie d'imposer depuis déjà quelques années dans l'univers étendu au travers de romans et de comics. En gros, ça se passe une centaine d'années avant les événements de la menace fantôme, au moment où l'ordre Jedi est à son sommet. La paix instaurée depuis plusieurs siècles incite la République à explorer les ultimes recoins de la galaxie. Malheureusement, cette assurance commence à être mise à mal sur le plan politique, surtout lorsque semblent réémerger les Sith censés avoir disparu depuis belle lurette. Avant de parler de la série en elle-même, il y a un truc qui me semble important de préciser. Par rapport à la plupart des franchises qui dominent Hollywood, Star Wars a un statut particulier. Contrairement à Marvel, Game of Thrones, Harry Potter ou ce que vous voulez, Star Wars a pour médium originel le cinéma. C'est pas une adaptation d'un bouquin, d'une BD ou d'un jeu vidéo. Le cinéma, c'est la base de Star Wars et c'est ce médium qui conduit la direction de la saga, qui est d'une certaine façon au plus haut de sa hiérarchie. En l'absence actuelle de films, c'est les séries qui ont pris le relais. Et c'est pourquoi The Acolyte est un sacré challenge pour Lucasfilm. C'est la série qui doit convaincre le grand public et populariser une partie de l'univers qui ne touche pour le moment qu'une petite niche de fans. Et si je le précise, c'est parce que j'y vois sa qualité première. Alors pour être clair, The Acolyte, c'est pas parfait, et je vais revenir sur les problèmes plus tard, mais c'est sacrément rafraîchissant. Et je pense que ça tient à un truc tout simple, ça veut retrouver l'énergie primaire de Star Wars que Disney a un peu trop perdu de vue ces dernières années. Ce que j'entends par là, c'est que même si on a été biberonné à cet univers, il a toujours passionné pour sa part d'inconnu. C'était le cas évidemment en 1977, mais aussi avec les films suivants, qui nous plongeaient sans autre forme de procès dans le grand bain, parfois en plein milieu de l'action. Et c'est à nous de recomposer les éléments de la mythologie tout en apprenant à nous attacher à de nouveaux personnages. Et ça, pour le coup, c'est ce que réussit très bien The Acolyte, qui démarre sur les chapeaux de roue avec une scène de kung-fu avec supplément force dans la mixture. Pour moi, c'est exactement ce que j'attends de Star Wars. C'est pas révolutionnaire en l'état, puisque ça fait pas mal penser à Matrix, et je dis pas juste ça à cause de la présence de Carrie-Anne Moss, mais l'implémentation de cette inspiration au sein de la saga permet de créer un petit melting pot qui trouve sa propre singularité. Et en plus, la mise en scène de Leslie Headland, qui est à la fois la showrunneuse et la réalisatrice des 2 premiers épisodes, est franchement efficace et élégante. Le montage est carré, il y a régulièrement des cadres très inspirés, et surtout ça n'a pas les limites du tournage en studio qui se remarquent comme dans d'autres séries de la firme. En fait, tout est un peu à l'image de cette première scène d'action. Il n'y a rien de proprement inédit dans The Acolyte, mais elle tire une vraie soif créative de ses référents. La base du scénario est à la fois simple mais nouvelle dans le contexte de Star Wars. Une jeune assassine sensible à la force, incarnée par Amandla Stenberg, se met à vouloir tuer des Jedi issus de son passé. Ce qui amène à un sympathique aspect murder mystery qui justifie qu'on passe de planète en planète et de nouveaux personnages en nouveaux personnages. Alors bon, c'est pour le moment un peu mécanique, mais ça permet d'asseoir la Haute République comme un nouveau terrain fertile de créativité. C'est finalement assez éloigné de la prélogie pour éviter de se reposer sur du fanservice lourdeau, bon, même si je mets ma main à couper qu'on aura droit à un caméo de Yoda d'ici le final. En fait, ça a le bon équilibre, parce que les personnages et les enjeux sont inédits, mais ils portent déjà des germes qui s'avéreront fondamentaux avec la prélogie. L'ordre Jedi est déjà beaucoup trop sûr de lui et très orgueilleux, au point de jouer à un jeu un peu trouble d'omission envers le Sénat pour protéger ses fesses. Il y a déjà des élans de corruption qui provoqueront la chute de la République, mais la période de la Haute République va
plus loin et montre ce moment où les Jedi se la jouent police du monde avec les problèmes diplomatiques que ça peut engendrer. Derrière la façade rigide des chevaliers, il y a du doute et de la culpabilité, et c'est pour ça qu'on apprend très vite à se prendre d'affection pour les nouveaux venus de cet univers. Alors déjà, Amandla Stenberg porte à merveille la complexité morale de la série sur ses épaules, et bon, j'en dirai pas plus parce qu'il y a pas mal de petites surprises autour de ça, mais je pense surtout que Maître Saul, incarné par Jung Jae-lee, que vous avez vu dans Squid Game, pourrait bien être l'une des nouvelles icônes de la franchise. Il est ferme, badass, mais aussi beaucoup plus empathique que la plupart des Jedi, ce qui lui donne un côté Qui-Gon Jinn qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, la présence de Jung Jae-lee au casting souligne aussi l'envie de The Acolyte d'embrasser le mélange des cultures et des mythologies que George Lucas a souvent plus théorisé que vraiment mis en pratique. La série animée Star Wars Visions l'avait déjà pas mal martelé, mais The Acolyte va vraiment piocher dans des esthétiques et des philosophies plus orientales, ce qui est plutôt cool dans son rapport à la spiritualité de la Force. J'en veux pour preuve ce qui est pour moi la meilleure trouvaille pour le moment de la saison, à savoir son épisode 3 un peu particulier, pure fable mythologique dont la réalisation a été confiée à Kogo Nada, le réalisateur sud-coréen auquel on doit le très posé After Yang. À partir de tous ces bons points, on est en droit de se poser une question. Est-ce que The Acolyte est parti pour être la meilleure série Star Wars? Alors c'est encore tôt pour le dire, d'autant qu'il y a quand même un truc dont on doit discuter, le rythme de la série. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le problème structurel des séries Disney+, Marvel comme Star Wars, j'y évoquais la difficulté de ces créateurs à poser rapidement leurs enjeux. En gros, là où le premier acte constitue souvent le premier épisode d'une série, Andor ou même Ahsoka attendent leur deuxième voire troisième épisode pour en arriver là. Alors je trouve qu'avec The Acolyte, il y a du mieux. Le pilote est assez contenu, mais il laisse quand même un petit goût d'inachevé en bouche. Et ce goût d'inachevé, il se confirme à la fin de l'épisode 4 qu'on a pu voir du coup, qui nous balance un gros cliffhanger attendu à mi-parcours, mais qui semble arriver un peu tard au vu de ce que la saison veut raconter. C'est pas rédhibitoire, d'autant que j'ai vraiment pris plaisir à suivre ces 4 épisodes d'une traite, mais ça m'interroge un peu sur ce qu'on attend de Star Wars d'un point de vue rythmique. Comme je le disais, The Acolyte réussit à nous plonger tout de suite au cœur de l'action auprès de ses nouveaux personnages. Exactement comme l'aurait fait George Lucas. Sauf que j'ai l'impression que personne n'arrive vraiment à reproduire ce qui faisait le sel et l'attrait de cette démarche, et qui se résume pour moi à un mot très simple, la frénésie. Si Lucas a toujours tenu à ce côté in medias res de Star Wars, qui nous jette en plein milieu d'une intrigue comme si elle avait commencé sans nous, c'était pour 2 choses. Déjà, convoquer l'héritage des serials qui l'ont inspiré, où vous pouviez avoir raté l'épisode de la semaine passée. Et puis, dans le cadre d'un nouvel espoir, les contraintes de temps et d'argent. Si on a l'impression que le monde est aussi riche, c'est parce que Lucas ne nous en donne que des bribes dans le rythme ininterrompu des péripéties du film. Résultat, comme la prélogie n'avait plus à se soucier de son budget, il est allé encore plus loin. Et pour avoir revu La Menace Fantôme en salle à l'occasion de son 25e anniversaire, j'ai été frappé par la folie de ces 30 premières minutes. Il s'y passe 10 000 trucs, alors qu'on nous balance dans un nouveau contexte politique. Les scènes sont parfois très courtes parce qu'elles portent la rapidité de l'intrigue, mais surtout l'ampleur de l'univers qui se dévoile au fur et à mesure. Et ça va du blocus sur Naboo, la découverte de la cité sous-marine Gungan, la poursuite avec les gros monstres dans le cœur de la planète, l'évasion de Padmé et l'arrivée sur Tatooine. Tout ça quoi. Étant donné que je fais partie de cette génération qui a grandi avec la prélogie, et La Menace Fantôme était même mon premier Star Wars, je comprends mieux pourquoi j'ai tout de suite autant adhéré à son univers. On a la sensation que c'est vivant et immersif tout de suite, à tel point que ça fleure l'expérimental par instant. Il y a d'ailleurs pour ça un extrait du making-of de l'épisode 1 que je trouve révélateur des risques pris par Lucas. Vous allez voir, il est le premier à s'interroger sur l'inconfort potentiel de son approche après le visionnage d'un des premiers montages du film. Disjointed. Seems like a lot of short scenes. It's bold in terms of jerking people around, but I may have gone too far in a few places. Quoi qu'on en pense, La Menace Fantôme va au bout de son idée. Et je suis sûr que ça a charmé un bon paquet de fans comme moi. Le problème des productions Star Wars depuis le rachat de Disney, c'est qu'elles semblent retenir leur coup. Par exemple, si je continue de penser que Rogue One est le meilleur film issu de la nouvelle ère de Star Wars, son début galère beaucoup à introduire organiquement ces nouveaux personnages avant leur départ à l'aventure. Et avec les séries, c'est globalement pire. Et The Acolyte n'évite pas totalement l'écueil, même si son envie de développer rapidement ses personnages dans ce nouveau contexte le rapproche par instant de la prélogie.
Mais j'aurais aimé que ça passe la seconde plus vite, surtout si c'est pour nous révéler à mi-parcours qu'a priori il y a encore des sites. Wouhou, quelle surprise! D'un autre côté, la série n'a plus son filet de sécurité assez programmatique à partir de là, donc forcément je suis très curieux de voir ce qu'elle aura dans le ventre pour la suite. Par contre, Lucasfilm, si tous vos efforts de nouveauté se soldent par une révélation nulle du style « Ah en fait, le méchant c'est Dark Plagueis, le maître de Palpatine », je vous jure que je vais vriller comme jamais. C'est aussi pour ça que je ne veux pas m'avancer trop vite sur The Acolyte, mais pour l'instant, ça retrouve ce goût de la nouveauté qui a tant fait kiffer le gosse que j'ai été dans les années 2000. Un gosse qui continue à 27 ans d'utiliser n'importe quel tube en carton comme un sabre laser, mais là n'est pas la question. En tout cas, n'hésitez pas à partager en commentaire votre ressenti sur ces premiers épisodes, et comme d'hab, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Avant de vous quitter, je vous rappelle que pour soutenir Écran Large, on propose un abonnement sur le site qui nous aide à rester un média indépendant. Contre quelques euros par mois, ça vous donne accès à des dossiers exclusifs. J'en ai d'ailleurs écrit un récemment sur la course de pod de la menace fantôme. Le lien est en description et sur ce, je vous dis à la prochaine et que la force soit avec vous. Enfin surtout à ceux qui s'abonnent.